et coach Sabine Heinrich-Fraise. Sortir du zoo, ça serait peut-être aller explorer ce qui se passe autour de nous, c'est sortir un petit peu d'une manière de fonctionner tous ensemble, c'est d'aller explorer d'autres sociétés, c'est d'aller voir dans d'autres contextes, c'est sortir un petit peu du moule du conformisme. C'est un peu, oui, faire sortir peut-être la personne de sa caverne, c'est-à-dire lui ouvrir de nouvelles perspectives, le pousser hors de ses retranchements et lui faire voir les choses d'une manière différente. Sortir du zoo, c'est un peu se regarder, avoir plus d'espace, être moins dans la précipitation et dans les habitudes, enlever peut-être des masques. C'est marrant parce que l'image du zoo, c'est être regardé de l'extérieur. Là, c'est comme si en sortant du zoo, on se voit un petit peu plus soi-même, quoi. Sortir du zoo, c'est peut-être rendre la liberté aux autres, aider les équipes à se libérer de leur cage ou peut-être apporter plus de liberté, plus de souplesse quand les équipes sont dans des situations complexes. Moi, ça m'évoque le fait d'essayer de chercher sa singularité, ne pas essayer de se conformer, faire partie d'une espèce de coach, par exemple, mais essayer de créer sa propre singularité en s'inspirant de ce qu'on est vraiment. Et je pense que c'est vraiment là qu'on accompagne au mieux les coachés. Donc sortir du zoo, ça me fait penser à sortir de la rat race, c'est-à-dire questionner l'univers, le milieu social dans lequel je suis, j'évolue, qui m'influence, essayer de se sortir de ces situations pour envisager d'autres mondes. Alors ça peut être d'autres zoos, mais pour envisager autre chose. On est tous finalement dans un bocal et comme on a tous des stimuli différents, on a tous un contexte, une organisation différente autour de soi, mais on va tous se comporter de façon différemment. Et on peut voir ces différents comportements comme étant des comportements animaux, mais en fait ce sont des comportements intelligents. Les gens agissent parce qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire ils décodent leur contexte et ils vont l'adopter dans leur intérêt pour survivre, pour avancer, etc. Donc c'est un peu un grand zoo rempli d'animaux intelligents qui se comportent très différemment. Sortir du zoo, c'est comment nous, les coachs, on peut être plus peut-être dans le quotidien, dans le faire ensemble avec le client. Le zoo, c'est les animaux bizarres qu'on expose et comment on pourrait, au-delà du côté spectaculaire, les aimer un peu plus les uns les autres. Sortir du zoo, pour moi, c'est sortir des choses convenues, c'est sortir des jeux habituels où on se regarde en chien de faïence et où on n'est pas forcément dans des relations très authentiques, en fait. Pour moi, c'est accepter justement de se décaler pour être dans une relation qui est vraiment une relation sincère et authentique. C'est arrêter les jeux, en fait, sortir du zoo. On est tous dans un zoo sans le savoir. On est parfois dans des systèmes qui nous amènent à nous conformer. Et on peut très bien ne pas se rendre compte, d'ailleurs, que on se conforme. On est tellement dans le bocal depuis un petit moment que on se rend pas compte que il y a un monde à l'extérieur du bocal. Sortir du zoo, c'est d'aider tout un chacun à retrouver une forme de liberté et de conscience. Et parfois, de décider de sortir du zoo et de revenir soit dans la jungle, soit dans la savane, dans d'autres espaces. Et le coaching, parfois, amène les personnes à réfléchir sur leur niveau de loyauté dans les organisations, l'envie, est-ce qu'il y a toujours une résonance dans ces organisations? Et ça permet, me semble-t-il, en tous les cas, d'ouvrir de nouvelles brèches, d'ouvrir des fissures dans des systèmes dans lesquels les gens ont la possibilité, après ils décident ou pas de rester dans le zoo, de sortir du zoo et soit de rentrer dans un nouveau zoo ou soit de rentrer dans un autre univers. Sortir de sa culture, enfin prendre conscience de sa culture et prendre de la hauteur. Et je vois beaucoup de souffrance à être prisonnier de choses qui ne sont pas les siennes. Cette thématique de sortir du zoo dans ce contexte, de s'affranchir de contraintes qu'on a intériorisées mais qui ne sont pas les nôtres. Sortir du zoo, c'est la liberté. J'adore les animaux, mais je crois que je les aime surtout dans la nature. Puis il y a aussi le regard des gens qui nous enferment. Donc c'est sortir de l'image que les gens peuvent se faire de nous parce qu'on se sent suffisamment à sa place pour exprimer en fait sa singularité. Donc c'est à la fois permettre à l'autre d'être libre et être libre soi-même. Sortir du zoo, pour moi, ce serait peut-être sortir de la case où on veut bien nous mettre ou dans laquelle on veut bien être mis et reprendre sa liberté. Je pense que sortir du zoo, ça peut parler à beaucoup de coachés. Si je le prends comme une métaphore, on peut dire sortir du cadre, sortir de sa cage, pouvoir déployer ses ailes. Ça m'évoque beaucoup de métaphores qui sont liées à l'accompagnement, qui sont liées au fait de pouvoir accompagner une personne sur son chemin, pour trouver sa juste place, pour se déployer aussi, pour déployer toute sa puissance qui dépasse largement le cadre de la cage.
Enfin, le zoo, ça peut aussi évoquer un peu un cirque, un folklore, et sortir de ça, ça peut être simplement une promenade, une échappée, une petite fugue, des échappées successives dans l'accompagnement pour aller voir ailleurs comment ça se passe, pour regarder le zoo d'un peu plus loin. Sabine Co, laissez-vous surprendre par les mots, les idées et les expériences partagées. Sabine Henrich-Fraisse, bonjour. Bonjour David. Alors, bienvenue aux auditrices et aux auditeurs dans ce nouvel épisode qui s'intitule « Sortir du zoo ». Tu viens d'écouter le best-of du micro-trottoir des personnes qui sont dans ton réseau et qui ont accepté de répondre spontanément ce à quoi ça leur faisait penser, ce thème un peu énigmatique. Qu'est-ce que tu as pensé de ce best-of ? Comme souvent, encore cette fois-ci, je trouve ça très intéressant de voir les personnes associer leurs pensées à la métaphore du zoo. Je trouvais qu'il y avait d'ailleurs une convergence pour aller vers quelque chose, sortir du zoo, vers sortir des cadres, sortir des normes, sortir des règles. C'était assez récurrent dans les réponses. En revanche, j'ai été surprise que personne s'est posé la question en quoi nous, coachs, nous sommes nous-mêmes dans un zoo. C'est ça que je vais aussi développer pendant ce podcast, mais j'aime beaucoup quand les gens commencent à s'interroger eux-mêmes avant d'identifier une signification d'une anecdote ou d'une citation. Et là, j'ai été surprise que personne s'est vu lui-même être dans le zoo. En tant que gardien ou en tant qu'animal ? En tant qu'animal, d'une certaine manière, je reviens là-dessus, et peut-être gardien des animaux et peut-être gardien de nos clients. Tout ça à développer pendant ce podcast. Alors, le sous-titre de cet épisode est le suivant, « Libérer l'authenticité dans un monde de rôles et de masques ». Est-ce que ça te parle ? Oui, alors ça signifie le pourquoi j'ai parlé du zoo, qui est effectivement, nous trouvons tous d'une manière ou d'une autre dans une forme de zoo, et qui a ses règles, qui a ses normes, et c'est peut-être le grand défi d'une vie de sortir de tous ces règles, tous ces masques, tous ces normes pour se trouver soi-même et son authenticité. Pour commencer notre échange et donner aussi le contexte de la thématique qui vient avec ce que tu viens de dire, c'est vraiment l'histoire que j'ai lue un jour, que j'ai beaucoup aimée, qui est l'histoire autour des chameaux, qui se résume de la manière suivante. Une mère chameau avec son bébé chameau est allongée dans la verdure et il commence une conversation. Le bébé demandant à la maman, « Maman, en fait, pourquoi on a des bosses comme ça ?» Et la mère réfléchit, il dit, « Mais nous, on habite dans le désert, donc on a besoin des bosses parce que ça nous permet d'avoir suffisamment d'eau quand nous allons traverser le désert. » Dit le bébé chameau. « Et pourquoi nous avons des si longues jambes avec des pieds arrondis ?» Et la maman réfléchit, « Oui, mais tu sais, c'est le sable, donc nous, on doit marcher dans le sable, on doit se déplacer dans le sable, dans des longues jambes, ça nous aide beaucoup. » Ok, une bosse et des longues jambes. Et pourquoi, maman, nous avons ces cils super longs? Et la maman répond, il y a beaucoup de vent. Et donc, pour nous protéger du sable, donc nous avons les longs cils et ça protège nos yeux. Et le bébé chameau réfléchit, regarde sa mère et dit, ok, nous avons donc une bosse, nous avons des longues jambes, nous avons des cils longs pour vivre et s'épanouir dans le désert. Et pourquoi nous habitons dans un zoo? Et cette histoire m'a vraiment marquée et je trouve ça laisse tellement de place à la réflexion, à se poser la question si nous sommes nous-mêmes dans un zoo et nous le savons pas, si nous pouvons expliquer merveilleusement bien pourquoi tout a un sens, pourquoi tout est bien, mais en fait on n'est pas juste à sa place. Et troisièmement, pourquoi un zoo, parfois, fait en sorte à ce qu'on perd nos talents, qu'ils s'éteignent et qu'on ne les utilise plus, parce que le bébé chameau dit bien, nous avons des talents, nous avons des compétences, mais nous pouvons pas les utiliser. Et je trouve que c'était une merveilleuse histoire que j'aime raconter pour effectivement donner un sens à cette histoire du zoo. Sachant que dans un zoo, effectivement, les cages, en tout cas pour la plupart des zoos, sont assez présentes, mais il peut y avoir aussi des zoos avec des cages invisibles et des barreaux invisibles. Il y en a des zoos dits naturels où les animaux vivent plus ou moins en liberté, où nous pouvons même imaginer que c'est pas vraiment un zoo, mais la réalité c'est quand même un zoo. La réalité c'est quand même que les animaux ils vivent bien, mais ils vivent pas dans la nature sans cage, sans mur, sans rythme, sans rituel. Et je pense que c'est ça qui est intéressant à se poser comme question à soi-même. Dans quel zoo j'habite ?
quel animal je suis. Comment je fais pour sortir du zoo? Comment j'aide mes clients à sortir du zoo s'ils ont conscience d'être dans un zoo? Je pense que c'est des questions vraiment intéressantes et qui nécessitent une réflexion qui commence par en quoi nous-mêmes nous sommes dans un zoo. Et je peux presque dire nous sommes tous d'une manière ou d'une autre dans un zoo. J'aurais pu être dans le zoo des Allemands. Après, je suis dans le zoo des coachs. Aujourd'hui, on est dans les zoos des Européens. Donc, ça crée aussi des communautés d'appartenance. Ça crée des liens de soutien affectif aussi. Et en même temps, vu qu'on peut s'y sentir tellement bien et on prend soin de nous, nous oublions parfois que nous sommes dans un zoo et qu'il y a aussi un prix à payer. Dans un zoo qui peut être symbolique en effet et qui plus est pour un enfermement qui peut être subi ou choisi. Subi, certainement ça, c'est la plupart du temps, nous savons plus ou moins ce qu'on subit. Parce qu'on sent la contrainte, la frustration, la révolte, la rébellion, le c'est pas juste. Ça, c'est quelque chose où nous savons que nous subissons et nous souhaitons nous libérer. Je pense que c'est plus dangereux encore la cage où tout va bien. J'ai le job qui me plaît, j'ai les clients que j'aime, j'ai l'équipe et l'enjeu et la mission que j'adore. Et au fur et à mesure, je me conforme à la mission, je me conforme à l'attente, je me conforme aux félicitations. Eh bien, peut-être... quand tout va bien, on est plus dans un cage qu'on imagine. Dans une cage dorée. Dans une cage dorée. Tu viens d'évoquer l'anecdote qui amorce le chapitre s'intitulant « Sortir du zoo ». Mais il y a d'autres citations dans ce chapitre que je te propose d'évoquer maintenant. Citations donc, qui sont issues bien sûr du livre que tu as écrit. Il nous arrive aussi d'oublier nos talents pour nous adapter, pour faire partie d'une communauté ou tout simplement parce que cela nous arrange. Oui, nos talents, nos compétences... nos envies, nos préférences, le nombre de fois on les met un peu à l'écart pour pouvoir être en communauté, ça arrive souvent. Parfois, il y a des personnes, y compris des clients, je peux rencontrer aussi des coachs qui disent j'ai le choix que entre être adapté et tout oublier ou être hors cadre. Il y a peut-être quelque chose qui s'appelle à la limite du cadre dans le jeu d'interdépendance. Mais il y a des moments, je pense, dans la vie où nous allons choisir, où nous sommes obligés d'oublier ou de mettre en parenthèse un peu nos talents et nos compétences. Il y a des moments où il faut les réveiller, il faut réclamer ses talents, réclamer ses compétences et s'affirmer avec authenticité, mais qui va nous mettre hors zoo, qui donc peut nous remettre dans notre problématique ou dans notre besoin de faire partie d'une communauté. Donc c'est une jolie dynamique entre qu'est-ce que je fais avec mes talents, à quel moment je les mets un peu en suspens pour les récupérer plus tard sans jamais les oublier. Mais j'ai vu beaucoup de personnes, y compris moi-même à un moment, j'étais obligée quand même de mettre quelque part mes talents allemands ou mes compétences allemandes ou juridiques en suspens ou en parenthèse pour pouvoir m'adapter en France. Mais une fois que j'avais trouvé cette dynamique-là, je peux récupérer mon art de confrontation un peu plus allemand, ma manière de parler direct allemand, qui est maintenant compatible. Mais à un moment, il fallait que je les mette en suspens. Il y a une autre citation qui m'a plu et qui m'a aussi surpris parce qu'il y avait quelque chose d'un fort dévoilement. C'est la citation suivante. Ma mère enceinte avait aussi peur de sortir du zoo de ses peurs. Oui. Alors c'est une longue histoire, mais qui est intéressante parce que non seulement elle a certainement donné un sens à ma vie et explique, ou peut expliquer beaucoup de choses si on prend la voie psychologique. Mais ma mère, quand elle était enceinte, elle a pris des somnifères, 1 ou 2, et avec un peu de recul, les médecins lui ont dit que ça peut faire des malformations de fœtus, qui était déjà un médicament en Allemagne très connu. Donc ma mère, d'un seul coup, se rend compte que ce danger-là existe et s'est enfermée dans cette angoisse de Sabine, elle sera pas normale. Sabine, elle sera déformée. Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant déformé? Le résultat, c'est que la naissance a duré 15 ou 16 heures. Donc je pense que nous étions tous les deux très, très fatigués après la naissance. Et la première question que ma mère a posée, c'était est-ce qu'elle est normale? Donc ça m'a beaucoup marqué parce que ça a immédiatement déclenché, probablement pour toujours, qu'est-ce que c'est normal et pas normal. Deuxièmement, on dit qu'un enfant ressent, il y a plein d'études autour de tout ce qui se passe aujourd'hui, mais cette histoire de vivre dans une cage ou dans un zoo de peur donne quelque chose qui devient de plus en plus petit, c'est-à-dire il y a même plus les opportunités, plus les espoirs, plus les chances.
tout est focalisé sur la peur que Sabine n'est pas normale. Donc, heureusement, j'étais normale. Enfin, normale. En tout cas, j'avais pas de malformation. Ma mère était soulagée, mais je pense que ça a vraiment impacté beaucoup l'enjeu relationnel depuis la grossesse, en fait. Et à travers cette citation issue de ton livre, je me suis posé la question, c'est est-ce qu'un zoo peut être transmis de manière transgénérationnelle? Ah, c'est une bonne question. Je me suis pas posé cette question comme ça, mais je me suis intéressée à un moment à la question qu'est-ce qui m'a été transmis de génération en génération. Je peux citer un exemple récent. En me disant, mes parents m'ont dit Sabine, t'es personnellement responsable que plus jamais une guerre éclate dans le monde, qui est un petit fardeau ou un grand zoo, peu importe, mais c'est classiquement un zoo qui est donné de génération en génération. Mes parents étaient, comme d'autres parents, très affectés par la guerre, avec les conséquences, et donc automatiquement ma mère m'a transmis cette forme de zoo. Et ça peut être très intéressant de discuter avec nos clients ou explorer les zoos transmises, parce que ce qui est quand même sûr, c'est que c'est pas le nôtre. Celui-là, je l'ai pris, pendant un certain temps je l'ai pris, c'est pour ça que j'ai travaillé pour le franco-allemand pour faire la paix quelque part. Mais cette histoire est vraiment intéressante, je dois regarder plus dans les détails encore ce que ça veut dire, mais je suis sûre qu'on peut passer de génération en génération des zoos. Je crois aussi c'est beaucoup plus intéressant de l'appeler le zoo que des contraintes ou des mécanismes ou des patterns qui en fait est très intellectuel, c'est très pensée, mais zoo, c'est beaucoup plus animal. On a tous une idée de ce que c'est un zoo. On se voit animal ou observé, donc c'est plus charnière. Donc je pense que c'est une bien meilleure question de parler de transgénérationnel de zoo que de pattern ou de croyance. Et puis c'est très émotionnel aussi le zoo. Ouais, c'est très émotionnel, oui. Alors une autre citation de ton livre qui m'a plu, c'est la suivante. Nous devons vérifier que la place que nous avons choisie n'est pas une place par défaut, qu'elle nous permet de déployer nos talents et d'exercer notre générosité pour ne pas perdre notre élan vital, pour ne pas perdre notre âme. Oui, c'est la question de la place qui est souvent posée par mes clients, par les coachs que je supervise, par moi-même. Et je me suis toujours méfiée d'une sensation que je pouvais avoir de temps en temps en disant là je suis à ma bonne place. Dès que je me suis dit je suis à ma bonne place, une partie de moi c'est comme si elle se réveille en disant vérifie si c'est pas que le confort, si c'est pas juste parce que ça se présente maintenant donc t'en profites. Je pense que la bonne place, c'est jamais une place totalement confortable. Ce que j'ai déjà expliqué dans la première épisode du Delta, qui est entre. Mais la bonne place, c'est là où les talents se forgent. C'est là où nous devons prendre des risques relationnels. C'est là où nous sommes reconnus pour quelque chose que nous faisons. Mais cette place n'est jamais totalement acquise. Et on peut vite se dire, c'est bien ce que je fais et voilà, je suis à ma bonne place. Parce que c'est le confort. J'aurais pu faire ça autant que directrice juridique. J'avais une belle carrière de directrice juridique, on me faisait des bonnes propositions et quelque part j'étais bien à ma place. J'étais directrice juridique, je faisais ce qui me plaisait, mais pas trop. Je faisais des fusions-acquisitions au niveau mondial. J'aurais pu être à ma place parce que c'était comme ça que ma vie se dessinait. Et bien heureusement, j'avais une voix qui me disait vérifie quand même si t'es bien à ta bonne place parce que ton talent relationnel, ton envie de bousculer, ton envie de créer du nouveau, en fait, était pas du tout utile à ce moment-là. Oui, ça veut dire aussi que parfois les autres ont des visions pour nous qui semblent être des autoroutes, mais qui sont pas en droite ligne avec nos aspirations profondes. La plupart du temps, c'est pas en ligne, mais il y a des personnes qui peuvent bien vous mettre en valeur tous les avantages de ces zoos, mais c'est un zoo. Donc, quand on veut sortir du zoo, c'est un risque, c'est l'inconnu, c'est l'inconfort. Mais de l'autre côté, on gagne en authenticité, on gagne en expérience, on gagne en élan vital. Et quelque part, notre âme sera contente et va nous guider. Ça demande aussi du courage. Oui, je suis quelqu'un qui aime l'idée du courage et de l'audace, notamment relationnel, mais je crois vraiment que l'antidote du zoo, c'est le courage. C'est oser quelque chose, oser faire des choses différemment, oser faire un podcast, oser faire le printemps de la supervision. Les résultats, je les maîtrise pas du tout, mais ça veut dire quand même que je suis très vivant, que je lance cet élan-là et que j'invite à se déployer et se retrouver fondamentalement. Et pour ça, il n'y a pas autre chose que sortir du zoo.
Et j'ai trouvé intéressant dans cette phrase, c'est la mise en parallèle au déploiement des talents et à l'expression de sa générosité, d'exercer sa générosité. Parce qu'il y a parfois l'idée, il faut pas trop te la raconter, pas trop déployer tes talents, alors qu'en réalité, c'est en offrant ça au monde qu'on est généreux, pas en privant le monde. C'est en tout cas pour moi, le plus difficile et le plus compliqué, c'est accéder et assumer et apprécier ce qu'on appelle mes talents. Je crois toujours que c'est plus visible de l'extérieur que de l'intérieur. Deuxièmement, ça a toujours cet effet, chez moi en tout cas, qui dit oui, mais enfin d'autres ont ce talent aussi, je suis pas la seule. J'ai été éduquée avec, nous sommes plutôt modestes et nous faisons pas un grand écran de nos talents et de tout ce qui nous rend particuliers. Donc c'est difficile pour moi. En revanche, je reste persuadée, si on le fait pas, on ne l'autorise pas l'autre non plus à le faire. Donc, ça commence toujours par nous, comme la fameuse citation. Si on a trouvé sa propre lumière, on permet aux autres de rayonner. Pour moi, c'est difficile. J'en doute souvent. Je repose régulièrement la question à mes superviseurs, qu'est-ce que vous croyez être mon talent? Mais c'est nécessaire si on veut aider les autres à déployer les leurs. Alors, une autre citation que j'aime beaucoup. Quand nous sortons de notre zone habituelle, en réalité, nous n'en sortons pas. Nous cherchons à l'agrandir. Oui. Alors ça, c'est cette grande question, c'est ce grand thème de la zone de confort qui a déjà été évoqué par beaucoup de gens. Je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'on sort vraiment de sa zone de confort? Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je peux momentanément sortir de ma zone de confort pour finalement dire j'ai une plus grande zone de confort. Et je pense qu'il y a quelque chose en nous profondément humain dû à un besoin de sécurité, à un besoin d'être en lien de communauté. Alors Sabine, pour toi, lorsqu'on quitte la zone de confort, est-ce qu'on rentre dans une zone d'inconfort? Est-ce qu'on rentre dans une zone d'apprentissage? Comment tu l'appelles, cette zone? Comment je l'appelle? Parfois, je dis ça varie. Des journées, ça varie par rapport aux gens que j'ai en face de moi. Mais moi, j'aime bien l'appeler la zone de génie, la zone imaginaire, la zone de surprise, là où tout peut se passer parce que nous n'avons pas tout sous contrôle, là où nous osons être surpris par ce qui se passe. Et pour être surpris, l'imaginaire aide, la surprise aide, et même se dire de temps en temps, sans se l'avouer trop, en tout cas moi je le fais pas, il y a bien une partie de génie en nous. Et si ce génie, en fait, est hors de la zone de confort qui nous attend, mais il faut aller à la rencontre. Pour aller à la rencontre de notre génie, c'est pas dans la zone de confort, c'est ailleurs. D'ailleurs, dans le chapitre, tu dis, il faut accepter que nous ayons toutes et tous, alors je rajoute tous, parce que dans le livre, il y a juste toutes, un talent exceptionnel et unique. Oui. Je suis persuadée, il y en a plein de personnes qui pensent la même chose, c'est que nous sommes tous uniques, particuliers et singuliers. Il n'y a aucune autre Sabine, il n'y a aucun autre David, il n'y a aucun autre René. C'est pas facile à accepter parce que ça veut dire aussi qu'on peut se sentir seul, unique étant seul, mais ça veut dire aussi avoir envie d'aller se rencontrer dans sa singularité, se rencontrer dans quelque chose qui n'est pas commun, qui est différent, qui est parfois aussi dérangeant, qui peut être l'ombre, qui peut être l'expérience de vie, mais il y a bien une partie de nous qui est très unique et d'ailleurs, je suis persuadée que nous le savons intuitivement quand nous voyons un nouveau-né. Quand j'ai vu mes enfants, je savais que ils étaient uniques. Et je pense chaque maman, chaque papa qui voit l'enfant naître ou dans les premiers jours, nous sommes tous persuadés qu'il y a bien quelque chose de très unique, de très singulier qui se présente à nous. Et d'ailleurs, parce que c'est si vulnérable, si unique et si particulier, ils reçoivent tous les soins nécessaires et tout l'amour nécessaire. Donc pourquoi ça ne devra pas marcher pour nous? Plus nous montrons notre génie, notre vulnérabilité, notre unicité, à ce moment-là, peut-être, ça sera plus facile de rencontrer des personnes et de créer des liens qui libèrent, des liens qui permettent autre chose que juste une discussion ou un échange neutre. Ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que parfois ça t'arrive de demander de nouveau à ton superviseur ou à tes superviseurs quelle est ta zone de génie, ta zone de talent. Est-ce à dire que finalement l'identification de ces talents, ça peut être dans l'interaction avec autrui que c'est plus simple? Je pense que c'est très compliqué de se mettre face à un mur blanc et de dire c'est quoi ma singularité, c'est quoi mon talent.
Je pense que c'est très dur parce que si c'est un vrai talent, nous n'en sommes pas conscients. Donc, nous pouvons nous poser tout un tas de questions, mais je pense, ou j'ai vécu que j'avance pas en le faisant comme ça. J'ai donc préféré poser la question dans l'interaction, de me laisser transformer par le regard de l'autre. Et parfois, c'est pas toujours facilitant d'entendre quelque chose de singulier. Ça peut aussi être dérangeant, ça peut être aussi une confrontation, ça peut être aussi quelque chose que je dois vraiment digérer et assumer pour trouver la richesse là-dedans. Mais en tout cas, c'est plus facile de l'explorer en interaction et d'ailleurs, ça émerge aussi en comparaison, entre guillemets, avec d'autres. C'est pas pour être mieux ou pas mieux, mais c'est très intéressant quand je peux dire chez mon client, il a vraiment un talent de trouver l'enjeu dans les 3 premières minutes, tandis que moi, j'ai plutôt le talent de chercher une solution complètement ailleurs. Quand nous pouvons en parler, échanger, s'enrichir mutuellement, je pense à ce moment-là, même à 2, on crée une nouvelle zone de génie et on reste pas dans nos zones de confort respectifs. Alors, dernière citation issue de ton livre, en tout cas ce chapitre m'a beaucoup inspiré, j'en ai trouvé pas mal de citations, c'est la suivante. La vie, les circonstances, les contraintes multiples, nos choix, devraient nous pousser à quitter l'histoire que nous nous racontons, car elle nous protège trop bien de l'incertitude et de l'inattendu inhérent à la vie. Oui, les histoires que nous nous racontons. Je pense nous vivons tous avec une histoire que nous nous racontons. On l'affine, on la change un peu, mais ça ne reste qu'une histoire. Et souvent, même en accompagnement, je dis changez d'histoire et votre vie changera. Comment changer l'histoire que nous nous racontons? C'est d'abord accepter que ça n'est qu'une histoire que nous nous racontons. 2, que nous pouvons toujours raconter une autre histoire pour voir ce que ça donne. Et puis, troisièmement, c'est voir les surprises de la vie qui viennent, les contraintes que nous pouvons vivre, parce que c'est peut-être pas uniquement des invitations à confirmer notre histoire, mais peut-être des invitations, des ouvertures pour très rapidement changer l'histoire. Je peux donner mon exemple. Tout à l'heure, j'ai expliqué ce qui est arrivé avec ma mère quand elle était enceinte. Moi, j'ai raconté une première histoire qui est, voilà, c'était difficile pour elle, probablement j'en ai souffert et j'ai créé ma vie. Je peux raconter aussi l'histoire que ma mère était quelqu'un de très courageuse, eut envie d'avoir un enfant, qu'elle avait la foi que tout se passe bien et que finalement, quand je suis née, c'est la fête. C'est une autre histoire. Elle est presque plus inconfortable pour moi parce que ça veut dire laisser tomber plein de luttes, plein d'injustices, plein d'histoires que je me raconte. Quand on change d'histoire, une vie peut changer en quelques secondes. Et ça veut dire aussi que les cages, on le disait tout à l'heure, les cages peuvent être invisibles, mais elles peuvent être aussi psychologiques. En l'occurrence, les croyances limitantes que nous nous racontons peuvent être une véritable prison. Les croyances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, adaptées ou pas adaptées, de toute façon, ça fait partie de la prison. Parfois, nous choisissons de les accepter, donc de rentrer dans une forme de prison ou de zoo. Mais en tout cas, je pense 80% de notre fonctionnement est invisible, est inconsciente et dirigé par des croyances non visibles, par des expériences que nous avons vécues mais pas bien comprises. Donc tout ça, ça crée des barrières dans l'invisible et ça devient des super zoos. Mais on a l'impression d'être en pleine savane, mais simplement il y a des barrières qu'on n'a pas vues. Donc je trouve ça intéressant. Et aussi l'autre partie de ce zoo, si je me mets dans l'idée de accompagner mes clients ou en supervision, c'est aussi la question comment nous regardons nos clients. Est-ce qu'on les regarde comme s'ils étaient des animaux dans un zoo? Donc du coup on les observe, on les place bien, on les analyse, mais du coup ça devient des animaux de zoo et non plus des gens et des personnes à rencontrer. Et souvent j'ai constaté, pour de bonnes raisons et de mauvaises raisons, que nous les coachs, nous pouvons avoir une certaine tendance à observer, à décrypter l'autre, à décrypter son profil. Je pourrais être provocante en dire à ce moment-là, on a une approche de mettre l'autre dans le zoo, de le mettre comme un animal dans le zoo. La question vraiment pour nous, c'est comment nous allons rencontrer nos clients pour qu'il n'y ait pas de zoo, mais la savane ou le jungle, mais en tout cas pas le zoo. Alors justement, tu me fais une jolie transition vers la suite, maintenant que nous arrêtons les citations, parce qu'en vrai dire, ce chapitre, il est assez riche, il y a plein d'éléments que j'aurais pu citer, mais j'ai choisi ces quelques citations. Tu parlais des clients. Alors justement, les clientes et clients, est-ce que c'est facile, en tant que coach, selon toi, de les accompagner à identifier finalement les cages invisibles dans lesquelles parfois ils s'enferment eux-mêmes, elles-mêmes? Et comment tu t'y prends?
Pour moi, c'est assez facile, peut-être parce que j'ai aiguisé mon regard sur cette nature humaine qui me fascine tant. Peut-être c'est ma formation à la systémie qui m'a aidé à regarder autre chose que la personne. Peut-être c'est ma capacité à sentir dans l'interaction où l'autre se met dans une prison ou dans un zoo. Je le vois assez bien et je le teste très rapidement. Donc après quelques minutes, je peux dire tiens, c'est intéressant, ça fait 3 fois que vous avez utilisé le mot conflit. Quel est le conflit qui émerge là entre nous deux? Ça me permet de tester si c'est un zoo, une prison ou pas, mais en tout cas dans l'interaction et pas en mettant une étiquette sur l'autre, en disant il aime pas les conflits. Ça, c'est le grand danger que nous pouvons avoir. Mais pour moi, je trouve ça fascinant de voir les personnes, pas uniquement pour décrypter leurs barrières, pour décrypter leurs os, mais c'est surtout où sont les pas qui montrent déjà qu'ils veulent en sortir. Où sont les mini-tendances qui me montrent qu'il y a un élan vers quelque chose de nouveau et de différent qui, moi, me suffit pour rencontrer et donc pour avancer. Et je suis pas quelqu'un qui partage tout ce que je vois. Je pense que c'est pas utile de confronter nos clients avec tout ce que nous voyons, à lui partager tout ce que nous sentons, à lui donner à voir tout ce que nous imaginons. Je pense que ça, c'est pas adapté. Par contre, il est très important de bien choisir ce que nous dévoilons pour bien savoir si ça peut l'aider à aller faire un pas vers plus de liberté, plus de rayonnement, plus de talent. Tel que je te connais, j'ai l'impression que tu as, dans ton chemin, fait beaucoup l'effort de sortir de certains de tes os. Il en reste peut-être, mais il y en a beaucoup que tu as transcendé, en tout cas dépassé. Est-ce que tu penses que c'est cet effort-là que tu as mené au cours de ta vie qui a aiguisé ton intuition, ta vision, ton écoute vis-à-vis de tes clients et qui te permet de les accompagner là où pour l'instant ils sont enfermés, pour les aider à en sortir de leurs os à eux? Dis autrement, est-ce que c'est le travail que tu as mené sur toi-même qui t'aide à accompagner tes clients à cet endroit-là? Clairement, sans le travail que j'ai mené sur moi-même, je pourrais pas faire le travail que je fais aujourd'hui avec les clients. Ça fait 25 ans que je fais de la thérapie, de la recherche, de l'accompagnement, donc de multiples façons. Et probablement, pour moi, tout a toujours été orienté autour de comment je deviens authentique, comment je retrouve ma propre valeur et comment je peux me défaire des barrières que j'ai acceptées, que j'ai intégrées. Donc, je crois que c'est un grand chemin, un long chemin. C'est un chemin fantastique à faire. Je pense qu'il faut avoir de la discipline pour le faire, trouver des bonnes personnes avec qui le faire, parce que vraiment, il y a des moments où je croyais, ça y est, j'ai retrouvé ma liberté, je suis sortie du zoo. 1 semaine ou 2 semaines plus tard, je me suis voyée moi-même refaire une barrière, une croyance, un non-risque, une idée de pas vouloir plaire ou plaire, qui fait que je me suis dit fondamentalement, c'est peut-être intéressant d'accepter à la base, nous sommes dans un zoo. Et puis, est-ce que oui ou non, nous souhaitons être un animal qui de temps en temps sort, se rappelle de ce que c'est la savane, retrouve son talent, le ramène quelque part pour aider les autres à faire pareil. Mais mon chemin m'a aidé et j'ai été toujours fascinée de voir comment les personnes, la plupart du temps, s'enferment dans l'histoire qu'ils racontent et des croyances qu'ils croient être nouvelles, mais qui sont en fait des anciennes. Du coup, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. D'où t'est venu le courage de sortir de tes cages invisibles, de tes os? Et quelles ressources tu convoques chez tes clients pour qu'ils acceptent d'affronter l'inconnu? Parce qu'il y a aussi ça. Sortir du zoo, c'est affronter l'inconnu, et parfois l'inconnu fait bien plus peur que sa propre cage. Ma mère dirait, je suis née comme ça. Je voulais toujours explorer d'autres horizons. Mais je me souviens, tu nous partageais qu'en voiture, tu leur demandais de faire un autre chemin parce que tu connaissais ce chemin, ça t'ennuyait. C'est ça. Donc toujours autre chose, toujours quelque chose de nouveau. C'est partir de l'Allemagne pour aller en France, c'est quitter le droit pour faire du coaching, c'est inventer la supervision for everyone pour faire autre chose. C'est cette série de podcasts aussi. Cette série de podcasts, en fait, c'est comme si une partie en moi recherche toujours, je dirais pas des nouvelles possibilités, mais à chercher des limites de vers quoi je suis attirée pour savoir, ah oui, ça aussi c'est possible, ça aussi je l'ai fait. Ce qui m'aide pour le faire, c'est une conviction profonde qui était, je ne veux pas avoir à la fin de ma vie une sensation de gâchis. Donc ça m'aide à me remettre régulièrement, je dirais pas en danger, mais quand même en question, en recherche, en oser, en audace.
Peut-être il y a des personnes qui ont un peu plus cette énergie-là que d'autres. Moi, je pense que je l'ai vraiment et j'essaie de la partager. Ce que je pense, en revanche aussi, ce que j'ai vu chez mes clients, c'est parfois, ils ont encore beaucoup plus de courage que moi. Quand ils s'expriment, quand ils s'en vont, quand ils prennent une mission pour évoluer, pour accepter un défi, c'est beaucoup de courage. C'est sortir eux-mêmes d'une forme de zoo de confort et de se confronter à la barrière qu'ils avaient eux-mêmes. Et il y a des personnes qui retrouvent cette ressource au moment même où ils sortent du zoo. Parfois, on peut pas savoir quelle ressource est à notre disposition tant qu'on n'est pas sorti. Parfois, il faut sortir de la zone de confort, il faut faire autre chose pour se laisser surprendre par des ressources qu'on découvre. Si on veut toujours avoir toutes les ressources pour pouvoir décider, pour pouvoir faire, pour pouvoir imaginer, on découvrira rien parce que tout est déjà préétabli. Mais la ressource que je donne aux clients, en tout cas la foi que j'ai, sortir du zoo, sortir de la zone de confort, si on veut l'appeler ainsi, ça libère automatiquement des ressources. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de la trouver, de la prendre et de la suivre. C'est là où c'est intéressant. Et parfois, les gens prennent pas la nouvelle ressource, préfèrent retourner. Donc, mais ils l'ont vu, ils savent dire, OK, j'ai vu que j'aurais pu être capable, mais finalement, c'était un peu trop pour moi. Alors justement, tu me facilites la transition vers la question suivante, parce que le zoo est-il toujours une prison? Est-ce que ça ne peut pas être, de temps en temps, une sécurité salutaire, voire un refuge? Oui, je préfère le mot refuge. Et c'est vrai, nous avons, en tout cas j'ai et mes clients aussi, quelque part, parfois, nous avons besoin d'un camp de base, d'un refuge, j'ai pas tout à prouver, je peux me reposer et puis il y a quelque part, quelque chose se passe normalement. C'est pas une zone de confort, c'est plutôt une zone de ressourcement, c'est une zone d'accueillement, c'est une zone d'énergie positive et bienveillante. Et ça, si nous restons dans la métaphore du zoo, c'est la partie belle du zoo. C'est-à-dire quelque part, il y a des routines, quelque part, on nous donne à manger dans le zoo, il y a des visiteurs, mais on n'est pas en danger, on est suffisamment loin pour qu'on soit observé, on joue pas notre vie, quelque part, on a l'admiration dans un zoo parce que les gens trouvent les animaux vraiment magnifiques, en tout cas quelques-uns. Donc c'est une grande zone de ressourcement et je pense que nous devons de temps en temps y passer, presque tous les jours un peu, mais ne pas croire que c'est notre zone de confort éternelle. Elle n'est que de passage et elle change. Et ce qui est une zone de confort aujourd'hui peut être une zone de confort différente demain. Par exemple, moi j'ai une zone de confort au-delà de la mer et la plage. Par exemple, pour moi, une zone de confort, c'est l'opéra. Donc une fois je vais à l'opéra, c'est une énorme zone de confort pour moi, pour la musique, pour le drame, pour les chanteurs, pour ce que j'en connais, pour que je connais l'opéra de Bastille, je connais les places que je prends toujours. Je prends toujours mon verre de champagne à l'entracte. Donc quelque part, c'est une énorme zone de confort, mais quand je suis à l'opéra, j'essaie de m'imaginer actrice de l'opéra. Donc de là, je me vois sur scène où je me dis, tiens, aujourd'hui, je prendrais quelle actrice ou quel acteur et qu'est-ce que je sentirais si j'étais sur scène. Mais pour moi, tout ça fait partie d'une grande zone de confort que j'utilise ou que j'habite plutôt régulièrement, mais de là, je me prépare à aller ailleurs. Et alors, comment tu aides les organisations ou les équipes à sortir de leur rôle collectif pour retrouver une dynamique plus authentique? Parce que on peut être aussi dans un zoo en équipe, hein. Ah, c'est encore un plus grand zoo. Et c'est intéressant que les animaux, parfois, font la bataille dans le zoo. Sur la nourriture, sur qui a raison, qui a le plus de spectateurs, qui fait le plus de chiffre d'affaires. Donc on pourrait faire une grande métaphore d'équipe et du zoo. L'espace aussi de chacun. L'espace de chacun. La taille de la voiture. Voilà, donc il y a un grand moment pour faire ça. Comment je les aide? Je les aide déjà par le principe même que je crois qu'ils sont en zoo quand j'arrive. Donc c'est même pas que je les vois hors zoo. Mon hypothèse, c'est que je rentre une équipe en zoo. Tu leur dis ça? Je leur dis pas, mais je peux raconter l'histoire des chameaux. Je peux raconter l'histoire du film Madagascar avec le lion qui est tellement, Alex, admiré dans son zoo, mais qui se trouve quelque part à un moment hors zoo. Donc, je leur dis pas, mais tout en moi a cette envie de les sortir de quelque chose, notamment du zoo, pour trouver d'autres possibilités. Donc, parfois, j'attends un peu pour leur dire,
parfois, j'ai dit dès le début, si nous travaillons ensemble, c'est fort probable que vous êtes un peu dans les mêmes patterns que vous connaissez pas, mais moi, je les vois. Je leur dis, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble qui est surprenant pour nous tous? Qu'est-ce qu'il y a à plus faire parce que vous l'avez déjà essayé et en fait, ça fait uniquement qu'il y a des barrières en plus, donc on sort pas. En fait, j'adresse le sujet d'une manière ou d'une autre très très tôt dans un accompagnement d'équipe pour déjà, moi, éviter de rentrer dans leur zoo. Deux, pour ne pas être spectateur non plus et les voir eux dans leur zoo en disant oh là là, comment je vais les sortir du zoo. Mais c'est plutôt comment on peut se rencontrer sur le grillage. Voilà, pour se rencontrer, on dit bon, il y a quand même un grillage et ces grillages-là, ça sera bien si on l'enlève, qu'on se rencontre en relation pour créer quelque chose de différent. Alors, ça peut être aussi le système dans lequel ils évoluent, qui est rigide et qui constitue un vrai zoo, hein. Une entreprise ou une organisation ou un pays, si nous restons dans la métaphore, c'est des zoos. C'est des grands zoos, des petits zoos, parce que c'est des habitudes, parce que c'est des normes, parce que c'est des règles, parce que c'est des rituels. Et à ce moment-là, la métaphore du zoo est plus parlant que, comme je disais tout à l'heure, que le pattern, que le mécanisme, qu'une culture d'entreprise. C'est intéressant d'ailleurs, je pose parfois la question, il y a des gens qui me disent, voilà, notre culture d'entreprise permet ceci, permet cela. Est-ce que vous aimez votre culture d'entreprise? Oui, non. Mais si je pose la question, vous aimez aller au zoo tous les matins? Ça fait quand même un arrêt de réflexion, parce que je dis la culture d'entreprise, c'est rien d'autre que quelque chose avec une grande étiquette zoo, et vous rentrez tous les jours, même si vous êtes à la marge. Et en fait, rien de donner ces mots fait que les personnes réfléchissent un peu autrement sur la culture d'entreprise. Et j'ai eu des dirigeants qui me disent, tant qu'à faire, je veux créer un beau zoo. Dans ce cas-là, au moins nous sommes conscients et nous pouvons créer. T'as des exemples qui te viennent là d'accompagnement peut-être collectif où t'as eu à aider ce collectif à peut-être sortir d'un système de pensée, d'un système qui était peut-être sclérosant? En fait, je connais beaucoup d'équipes qui étaient quelque part enfermées dans des pensées, que ça soit comité de direction ou équipe fonctionnelle. Mais je pense à une équipe d'achat que j'ai rencontrée à un moment dans leur vie. Ils étaient même peut-être plus en zoo, ils étaient encore plus petits, ils étaient en bassin. Tellement ils avaient pas de valeur, tellement ils se disaient nous sommes inutiles, tellement ils avaient à retrouver une forme de fierté et de valeur. Même les bases d'un zoo presque n'existaient plus. Et parfois, je préfère accompagner les équipes qui vont mal à ce point-là parce qu'en fait, tout est à construire. Donc, une fois que nous avons compris, listé toutes les croyances, toutes les barrières qu'on avait imaginées ensemble, toutes les questions, toutes les non-reconnaissances, il y a l'équipe obligatoirement à trouver la dynamique en disant nous devons sortir de cet état-là parce que ce zoo-là, même il nous nourrit plus. Et on va créer quelque chose de très différent où on va rétablir notre valeur, où on va faire des propositions, où on va retrouver nos talents, on va changer notre compétence relationnelle. Et ils se sont créés un environnement où ils deviennent un bon partenaire pour beaucoup de gens. Donc pour moi, c'était une équipe qui clairement était en demande d'un nouveau zoo. Sortir de quelque chose qui était très pesant pour recréer une nouvelle zone, je dirais pas d'excellence, mais d'envie de contribuer. Et est-ce que tu as des rituels ou des pratiques, j'ai envie de dire, simples, que tu proposes à tes clients pour renouer avec leur authenticité, pour sortir du zoo au fond? Oui, c'est du cas par cas, mais une question que je leur pose parfois à la fin d'une séance individuelle, mais aussi en équipe, quel était le moment où vous étiez le plus authentique? Ça nécessite une réflexion et faire un choix, mais je souhaite souvent avoir le moment le plus authentique. Donc, poser la question à nous-mêmes et à nos clients, c'est quoi le moment où nous sommes le plus authentiques? Et une pratique très intéressante et sème les graines pour trouver son authenticité. Ça, c'est un conseil que je peux donner. Un autre, c'est l'inverse, c'est-à-dire être très honnête avec soi-même pour se dire là, j'étais pas authentique à cause telle et telle croyance, à cause parce qu'on m'a dit ceci. C'est-à-dire lister toutes les raisons qui nous donnent la raison de pas être authentique. C'est un peu plus lourd pour nous parce que nous voyons comme quoi nous jouons un rôle. Donc ça peut être un peu fastidieux.
Et puis, qu'est-ce que j'ai comme troisième? C'est chercher ces loisirs authentiques, c'est chercher ces moments dans la vie où tout semble être facile, où nous sommes authentiques, où nous sommes capables de dire des choses que nous ne dirons pas. Et souvent, l'authenticité se trouve aussi en jouant avec des enfants. La plupart du temps, les enfants et les animaux nous donnent un signal d'authenticité. Donc ça aussi, nous pouvons utiliser pour se rapprocher de notre authenticité. Toujours dans cette dynamique de peut-être cas pratique, j'ai envie de dire, est-ce que ça t'est arrivé d'accompagner un client qui avait envie de sortir d'un rôle enfermant mais qui ne savait pas s'y prendre? Comme ça nous arrive à tous, c'est pas que nos clients qui ont cette question-là, mais je connais des clients qui voulaient vraiment arriver à des grandes positions dans l'entreprise qui avaient ce sujet-là. Mais je me rappelle d'une personne qui s'appelle, on va l'appeler Jacques. Et Jacques avait déjà la responsabilité d'une entreprise, voulait par contre plus s'affirmer, plus impacter, sortir des injonctions, des comités d'investissement, du board, etc., mais n'arrivait pas. En fait, il avait envie, vraiment envie de s'entraîner, il n'arrivait pas parce que, à l'époque, une des grandes barrières, c'était j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit de dire ce que je veux vraiment dire, et il faut que je sois toujours le bon dirigeant. Eh bien, ce dirigeant-là, avec toute envie qu'il avait, il n'arrivait pas seul, donc nous avons créé tout un programme pour lui, avec lui, pour rajouter des éléments qui lui permettaient en fait de voir comment il était impactant sous énergie un peu plus forcée. Et ben aujourd'hui, chaque jour, il intervient, il se dit il faut que j'ose être un peu plus en colère parce que pour lui, colère était trop radicale. En fait, moi, quand je l'ai vu fonctionner, colère voulait juste dire j'assume et je m'affirme. Donc depuis, il fait ça. Eh bien, il est sorti d'un énorme zoo. Il retrouve peut-être un autre zoo, mais en tout cas, l'ancien zoo est clos. Une jolie histoire. Oui. Tu le revois, Jacques? Jacques, je le revois encore parce que maintenant il s'agit de comment j'affine le nouveau zoo et où je veux aller avec mon zoo. Est-ce qu'il y a encore des parties sauvages en moi? Là, on a la colère qui est plutôt émotionnelle, mais nous avons tous une partie sauvage en nous. Donc, c'est quoi cette partie sauvage? Qu'est-ce qu'elle va emmener un dirigeant d'être connecté à sa partie sauvage? C'est le prochain travail. Sabine, je te propose à présent de passer à une rubrique sur la théorie et les concepts qui peuvent illustrer peut-être ce thème du sortir du zoo. Je me suis demandé dans quelle mesure on pouvait pas voir les rôles du triangle de Karpman, c'est-à-dire victime, bourreau et sauveur, comme s'apparenter à des cages au fond, à des prisons, chacun de ces rôles. Est-ce que ça te parle? Là, c'est intéressant. J'y ai pas pensé comme ça, mais en tout cas, ça donne plus de vivacité au triangle de Karpman. De toute façon, nous passons une grande partie de notre vie de jouer dans ce triangle et dans un ou deux ou trois des rôles en fonction des situations et les personnes que nous rencontrons. Se dire que c'est un zoo particulier, je trouve ça donne plus d'ouverture. Ça pourrait même être intéressant de poser la question à mes clients. Ces trois positions que vous avez, c'est quel genre d'animal vous imaginez par position? Pour les incarner symboliquement? Pour les incarner symboliquement. Je trouve ça, c'est très intéressant parce que, un, ça remet dans le zoo. Deux, on peut jouer en triangle et ça pourrait faciliter l'acceptation de l'impact du triangle. Et c'est une bonne idée de transformer les théories parfois un peu froides en quelque chose de pragmatique et d'accessible. Donc, Karpman est une bonne idée. En t'écoutant, je pensais aussi à la théorie des relations amoureuses. Rien à voir, mais c'est aussi un triangle entre intimité, passion et engagement et voir comment les relations se forgent en fonction de l'utilisation de ces trois portes, des trois polarités. C'est un autre zoo. C'est aussi, à chaque fois, de toute façon, qu'on se trouve dans des piliers, des concepts, des théories, nous sommes automatiquement animal du zoo. Donc, une fois je suis dans Karpman, ici, aujourd'hui, je suis sauveuse, je suis quelque part dans un zoo. Ça, c'est vrai. Et c'est la même chose pour les théories amoureuses. Je me suis demandé aussi d'un point de vue théorique, est-ce que tu es attentive dans les accompagnements aux dissonances cognitives? Parce que dans le processus de libération pour sortir de la zone de confort, ou en tout cas être dans un mouvement d'expansion de cette zone de confort, il y a aussi parfois des dissonances cognitives qui brouillent un peu les cartes et qui brouillent un peu la vision de ce qu'il est possible. Je suis sensible aux dissonances cognitives, mais je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne pas où est la dissonance, je fonctionne pas, il y a bien quelque part une dissonance cognitive. Moi, j'entends plutôt les contradictions, j'entends les ambiguïtés, je me méfie du et en même temps, qui en fait brouille les pistes beaucoup, très souvent, parce que
tout est et en même temps. Alors, réalité, c'est on n'a plus une direction. Donc, les dissonances existent, ils font partie de notre vie. Parfois, c'est très intéressant de les laisser vivre. Parfois, c'est intéressant de dire ou de faire un travail d'alignement. Mais parfois, c'est aussi très intéressant de les pousser plus à l'extrême. Pas tout de suite aligner, pas tout de suite faire en sorte à ce que c'est une bonne direction. Les polarités, les dissonances, d'ailleurs en musique, on aime les dissonances. C'est que la musique n'a que de la valeur quand il y a de temps en temps de dissonances. Donc si on veut supprimer toute dissonance dans les personnes que nous rencontrons, je pense que c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins vivant. Tout à l'heure, tu nous as parlé de systémique, donc systémique à laquelle tu as été formé. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Est-ce que c'est une approche, en tout cas un modèle que tu affectionnes particulièrement pour cette thématique de sortir du zoo? J'aime bien cette approche-là pour plusieurs raisons. Elle a déplacé un peu notre regard de la psychologie vers autre chose. Elle a sorti un peu l'individu comme animal d'observation pour mettre beaucoup plus le regard sur les interactions, sur la dynamique relationnelle, voire même l'énergie relationnelle. Moi, ça me convient beaucoup mieux parce que je crois tout simplement que la relation est la clé et que nous pouvons vivre qu'en relation. Et nous pouvons être authentiques tout seul dans son propre appartement, mais pas du tout authentiques en relation. Or, c'est là où ça se joue. Donc, pour moi, la systémie est vraiment intéressante. Il y a des personnes qui peuvent beaucoup mieux en parler que moi, mais cette idée de mettre l'interaction au centre, l'idée que nous répétons dans les relations les mêmes comportements, les mêmes fonctionnements, ce qui fait des boucles de confirmation ou d'itération ou pas, je trouve c'est très parlant pour les équipes et en fait ça ouvre beaucoup plus de possibilités de changement, donc de sortir du zoo parce que l'individu n'est pas remis en question et responsable de tout. Donc nous sommes dans un système d'interaction, chacun a sa part à jouer, mais si moi je m'observe, même dans l'interaction que nous avons tous les deux, toi tu vois ton action m'influencer et vice-versa. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de regarder des interactions des clients que j'accompagne, soit entre eux, soit avec moi, que psychologiser ou chercher la souffrance ultime ou le trauma ou la souffrance quelque part. C'est pas mon regard parce que je suis plus attirée par le regard vivant et la systémie me donne plus de regard vivant et plus d'interaction et de dynamique. Alors, je te propose à présent, Sabine, de passer à une rubrique où l'invitation, ça va être de challenger les auditrices et les auditeurs avec des petits exercices pratico-pratiques que tu pourrais les inviter à mener, à faire. Oui, c'est passer du partage à la pratique, que j'aime beaucoup. Peut-être un premier défi que je pourrais lancer, c'est regarder quel rôle vous jouez chaque jour, autant que dirigeant, autant que coach, autant que manager. Quel est le rôle que vous jouez? Pourquoi vous jouez ce rôle-là? D'où vient votre compréhension de ce rôle-là? Avec la deuxième question qui est, est-ce que ce rôle libère vos talents et vos compétences? Ou est-ce que ces rôles vous enferment dans une façon de fonctionner qui s'approche donc plus du zoo? Ou est-ce que quelque part, il y a votre liberté qui va vous pousser un peu hors du zoo? Alors, chères auditrices, chers auditeurs, prenez un papier et un crayon et notez cette question pour que vous puissiez évidemment y répondre un peu par la suite. Est-ce que tu as un autre exercice pratico-pratique que tu veux leur partager? Un deuxième, c'est choisissez un rôle que vous n'aimez pas du tout jouer. Comme on a mentionné le triangle Karpman, ça peut être un de ces trois rôles. Ça peut être un autre rôle dans un comité de direction qui aujourd'hui je joue la rebelle ou je joue celle qui dit rien ou je joue celle qui soigne tout le monde. Choisissez un rôle que vous n'aimez pas, que normalement vous critiquez même et endossez ce rôle-là pendant une journée pour voir à nouveau qu'est-ce que ça vous donne comme ressource, qu'est-ce que ça vous donne comme limite et aussi comme nouvelle possibilité. Est-ce que tu aurais des exercices pratico-pratiques spécifiquement pour les coachs? Alors, pour les coachs, un exercice, c'est d'abord s'observer tous les jours et posez-vous la question, quelle était ma manière d'être dans mon propre zoo aujourd'hui? Est-ce que j'ai utilisé modèle qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait les questions comme il fallait? Est-ce que j'ai posé la question de la demande comme il fallait? Est-ce que j'ai utilisé la confrontation comme il fallait? Donc, reprendre ces pratiques, ces stratégies d'intervention pour vous poser la question si c'est l'application d'une forme de zoo ou si c'est votre propre création, votre propre exploration de ce qui a amené.
Donc ça, c'est une première chose que je pourrais dire. Deuxième chose, c'est dans une séance de coaching, à la fin d'une séance de coaching, posez-vous la question, quel est l'animal que j'ai été aujourd'hui? Et posez la question à votre client pour voir comment les deux se voient et avec un petit partage autour de qu'est-ce qui fait que vous êtes, par exemple, comme un client, il m'a dit un jour, aujourd'hui, Sabine, vous étiez serpent. Je dis, ah bon, j'étais serpent. Ouais, vous étiez comme ça, vous avez vraiment dit ce que vous pensez, vous êtes approché, vous n'avez pas dit. Donc, il a fait une grande explication de ce que c'était ma posture de serpent, qui évidemment parle plus de lui que de moi, ce qui était génial, mais moi-même, je me disais, il est fort probable que tel qu'il me décrit, j'étais une forme de serpent. Donc, discutez avec vos clients, interagissez avec vos clients autour des animaux, ce que ça veut dire, parce que ça ouvre tellement de nouvelles perspectives sans pour autant travailler l'animal chaman. C'est juste, moi j'étais serpent et moi je disais à mon client et vous étiez pingouin. Donc ça a été une très bonne fin de séance qui nous a marqué très très longtemps parce qu'à chaque fois quelqu'un refaisait les petites choses qui étaient associées à l'animal, on pouvait le nommer. Là vous faites le pingouin. Et donc automatiquement, on avait gagné et trouvé en fait la joie d'être dans un zoo pendant un moment. C'est joli. Ouais, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Alors un autre exercice que je propose, Sabine, si tu en es d'accord, c'est d'inviter les auditrices et les auditeurs à réfléchir sur les raisons pour lesquelles potentiellement ils auraient envie de rester dans leur zoo, dans leur zone de confort, on va l'appeler comme ça aussi potentiellement, et peut-être aussi s'interroger sur quelles sont les peurs, de quoi le zoo dans lequel ils évoluent les protège, quelles sont les appréhensions qu'ils ont envie de mettre de côté. Oui, très très bonne pratique à avoir. J'y ai pas pensé avec ces termes-là, mais cette idée-là que nous faisons rien gratuitement, tout est toujours motivé par quelque chose, soit par une expérience, soit pour une envie, un besoin ou un gain. Donc, quand nous sommes dans le zoo, ça aussi c'est vertu. Et ça a aussi la vertu de nous protéger contre quelque chose que nous voulons pas savoir ou que nous voulons pas mettre en lumière. Se poser la question, qu'est-ce que je gagne en étant dans le zoo? Qu'est-ce que je gagne en termes de sécurité en étant dans le zoo? C'est une question très intéressante, très importante, parce que si nous, on se l'est posée, ça va être intéressant pour notre client aussi de se la poser. Donc, très bonne question, très bonne pratique. J'ai 2 dernières questions un peu décalées. La première, est-ce que finalement le vrai défi n'était pas de sortir du zoo ou de la cage, mais de danser avec elle? Alors, je suis tentée de dire oui, c'est une bonne idée, et je suis plus tentée encore que c'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi je dis ça? Parce que, j'entends souvent, faut danser avec. Donc, c'est-à-dire, pour moi, s'arranger avec, trouver une nouvelle danse, trouver une nouvelle forme, c'est bien. Moi, je serais plus pour aller plus loin. C'est pas danser avec, c'est le regarder, l'explorer, faire le contraire, voir les barrières, être dedans, être dehors, accepter le zoo, voir à quel moment nous sortons, parce que c'est plus complexe, plus riche que juste danser avec. Donc, je préfère plus être dans les polarités que danser avec, ou trouver une belle danse. Faire une danse qui n'a jamais été faite, mais pas le danse d'alignement ou le danse d'adaptation ou le danse de conscience tranquille qui est OK, je suis conscient de mon zoo, mais je sais, donc je vais m'adapter, je vais faire attention. Non, à un moment, c'est important de sortir du zoo. Donc pas de compromission ni de résignation, c'est ça? C'est ça. En tout cas, c'est mon invitation. Et s'il faut danser, c'est danser en dehors du zoo? Si, c'est aller sur la plage. Mais danser ailleurs. Et une autre question que tu avais un petit peu évoquée quand même en réaction au micro-trottoir, c'est je me suis demandé si le zoo était une métaphore du coaching, de l'accompagnement professionnel lui-même, que faudrait-il repenser dans nos manières d'accompagner justement? En tout cas, j'invite chaque coach, y compris mes clients et nos clients, à penser à cette question-là. Si nous développons l'idée du zoo pour d'autres, alors nous sommes dedans aussi. Ça n'est pas possible que les autres dans le zoo et nous ne sommes pas dans un zoo. La communauté des coachs, pour des bonnes raisons d'ailleurs, a ses rituels, a ses accréditations, a ses compétences, a ses stratégies, a ses outils, a ses approches, et c'est très important. Mais si quelqu'un nous regardait de l'extérieur, il dirait que nous sommes dans un zoo.
nous avons des langages bien particuliers, nous avons des règles bien particulières. Donc, tout le monde qui nous regarde de l'extérieur peut pas dire autre chose que c'est un grand zoo. Si c'est un grand zoo, la question se dit quel animal je suis dans le zoo? Est-ce que je vais sortir du zoo? Comment je vais sortir du zoo tout en acceptant les fondements du coaching qui sont partagés par la communauté des coachs? Et deuxièmement, une manière d'en être conscient, c'est en tout cas arrêter d'observer nos clients, parce que dans ce cas-là, nous sommes deux choses. Nous sommes et dans le zoo et nous faisons semblant de pas être dans le zoo. Donc ça ne peut pas être profitable pour nos clients. Donc soit nous jouons le zoo, c'est-à-dire le coaching, c'est ça, et nous proposons ça à nos clients, mais les observer tout en disant nous-mêmes nous sommes pas dans un zoo, ça fonctionne pas. Ça a créé de la dissonance relationnelle et peut pas fonctionner. Par contre, il est bien important de se poser la question, quelle est ma partie que je joue dans le zoo? Et à quel moment je sors du zoo de coaching? Pourquoi je veux en sortir? Pourquoi je veux y rester? Et qu'est-ce qui me pousse dehors? Et qu'est-ce qui me pousse à rester dedans? Mais en tout cas, on est un grand zoo, je crois. Mais c'est un beau zoo, hein. Mais c'est quand même un zoo. Oui, c'est le zoo de Vincennes, quoi. Il y a plein d'options, il est tout neuf, il est propre, mais ça reste un zoo. Ça reste un zoo. C'est comme San Diego. C'est un super zoo. Tout le monde a l'impression que les animaux sont pas du tout dans les cages, mais en plein prairie et savane. Sauf que c'est à San Diego, presque centre. Alors je te propose à présent d'évoquer des œuvres d'art ou en tout cas des créations artistiques qui t'ont inspiré et pour lesquelles nous allons pouvoir parler toujours de ce thème de sortir du zoo. Alors la première œuvre, c'est le film The Truman Show de Peter Weir, sorti en 1998, c'est un film américain. Donc ça raconte l'histoire de Truman qui vit dans un monde artificiel sans le savoir. Sa vie est un décor, chaque geste est surveillé, il y a des caméras partout et toutes les personnes qui peuplent son village, sa ville, sont des comédiens. Le film explore la découverte de cette illusion et l'émancipation progressive de Truman face à un système qui le retient. Est-ce que tu avais vu ce film, Sabine, il y a quelques années? Oh, il y a bien longtemps. Et même si je pourrais pas raconter les détails, il a dû me marquer parce que je l'ai gardé en tête et quand nous avons parlé de ce film, il était immédiatement disponible. Je trouve que c'est une très belle synthèse de tout ce que nous avons raconté, tout ce que nous avons échangé. J'ai été récemment aux États-Unis et j'ai passé 2 jours sur place et le premier jour, j'ai vraiment vécu Truman Show. J'avais l'impression que les acteurs étaient à leur bonne place, que les cafés étaient exactement comme il fallait, que les gens m'adressaient la parole comme il fallait, le temps était comme il le fallait, l'océan était parfait et je suis rentrée le premier soir en disant ça c'est pas possible, c'est une totale illusion. Et c'est vraiment intéressant cette idée d'illusion parce que le zoo c'est vrai et c'est une illusion en même temps. C'est que nous avons l'impression d'être enfermés dans des rituels, des compétences, des talents, et en même temps c'est une illusion parce que ça n'est que dans nos têtes, ça n'est que des choses que nous allons créer, l'histoire que nous allons nous raconter. Et comme Truman dans le film, nous pouvons en sortir et nous pouvons voir l'illusion dans laquelle nous avons vécu. Ça n'est jamais facile de le voir, mais quand on sort, quel esprit de liberté nous habite. Donc ça vaut vraiment le coup et cette histoire que dans nos propres histoires que nous nous racontons, où nous sommes d'ailleurs tous les acteurs, c'est aussi parfait que Truman Show. Tout est toujours bon à la bonne place pour trouver la bonne explication, y compris dans le coaching. C'est rare que nous avons une supervision en disant j'ai rien compris mais c'est pas grave, je continue. Nous voulons toujours tout comprendre, tout voir, chaque chose à sa place et je sais jamais si en le faisant nous créons pas vraiment l'histoire que nous avons vécue. Peut-être, c'est parfois important de pas tout comprendre tout de suite, de dire, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'avance et résister à la tentation de vouloir tout expliquer et comprendre. Ce qui était très présent aussi dans ce film, c'est la mise en scène qui est prise d'un point de vue spectateur finalement derrière l'écran comme une scénarisation évidemment, et du point de vue de celui qui est à son insu l'objet de tous les regards, une réalité factice au fond. Oui. 2 points de vue d'une même réalité. C'est des réalités des différents points de vue. C'est pour les spectateurs, c'est une réalité interactive. Pour la personne acteur principal, c'est à mon insu, je comprends même pas ce que les gens me racontent. Et peut-être même l'étincelle qui a poussé Truman pour commencer à douter,
C'est ça qui change tout. C'est le moment où nous commençons à douter avec et si c'était pas vrai? Et si quelque chose derrière était encore possible? Et si c'était pas moi le problème? Et si, et si, et si? Et la question de et si sont les étincelles qui peuvent faire que les pièces, les os peuvent tomber en pièces et nous on peut sortir, en tout cas momentanément, pour rejoindre peut-être un autre zoo. Mais c'est comme ça que ça peut fonctionner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Sabine, dans ta vie, d'entendre la voix du réalisateur dans ta tête te dire reste dans ta cage, c'est plus confortable ici? Oh, bah, je dirais, je l'ai tout le temps. D'une manière ou d'une autre, j'ai toujours une petite voix qui me dit pas trop fort, ne dis pas ceci, reste bien là, va pas investir ton argent ici, va pas à la boule, reste ici, retourne en Allemagne. J'ai plein de voix comme ça. Dans l'intérêt, probablement, c'est me sécuriser, mais je le ressens avec une autre partie de moi comme étant enfermant. Donc, quelque part, c'est un bon exercice aussi. Ça nécessite un peu un dédoublement de soi, mais de s'imaginer avec plein d'étiquettes magnétisées sur notre corps et s'observer en disant, ah bah tiens, ça c'est encore une petite post-it, c'est pas moi, et enlever les post-it, enlever les post-it. Ce qui est un peu frustrant, à chaque fois on enlève une post-it, il y en a deux autres qui émergent. Donc on est quand même plein de post-it, et donc moi j'ai plein de voix dans ma tête qui disent arrête le podcast, ça va intéresser personne, sois safe, ne prends pas de risques. Il y en a plein comme ça, et je pense que nous avons tous ces voix-là. Faut les écouter. Moi j'ai appris à les écouter, à les apprécier, mais pas forcément à les suivre. Donc finalement, les voix sont contentes, ils peuvent rester, exister. Il y a une scène qui est assez jolie dans le film, c'est quand il décide de prendre un bateau, de prendre la mer, parce qu'il veut traverser cet océan pour vérifier si c'est un vrai océan. Et au fond, il va devoir traverser le décor. D'ailleurs, il y a la proue du navire qui enfonce le décor à un moment donné et il trouve l'escalier pour sortir. Est-ce que quand tu as quitté, par exemple, Valléo et le chemin tout tracé, tu as eu ce sentiment de traverser le décor? Symboliquement, hein? Oui, symboliquement. Bah, à un moment, c'est faire le pas. À un moment, c'est faut aller de l'autre côté. À un moment, c'est traverser le décor. C'est la percée. À un moment, j'ai arrêté de négocier avec moi-même, avec les autres. À un moment, c'était bah maintenant je veux voir. Et j'ai percé et j'ai passé le décor. Et de l'autre côté était une autre vie. Souvent, cette sensation-là, comme tu la racontes sur le film, c'est la même chose avec Indiana Jones. 3e chapitre d'Indiana Jones où il doit passer d'une montagne à l'autre pour récupérer le Graal, bah, il doit faire un pas, il ne voit pas le chemin. Bah, la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire le pas et en faisant le pas, le chemin émerge. C'est ça, traverser le décor. À un moment, il faut faire le pas, peu importe ce que les voix intérieures nous disent, peu importe ce qu'on s'imagine, peu importe ce qu'on ressent, à un moment, il faut faire le pas et c'est la plupart du temps l'appel de l'âme qui le fait. Et dans ce cas-là, on traverse et on le fait. C'est aussi un moment sensible, vulnérable pour la personne qui ose faire ce pas-là. Est-ce que tu es particulièrement attentive à ce moment-là en tant que professionnel de l'accompagnement sur cette période de temps où le client, la cliente va peut-être douter, hésiter? Oui, ça peut m'arriver de faire des séances de coaching où effectivement une vulnérabilité a été mise en lumière et ça peut m'arriver de soit envoyer un SMS le lendemain matin, soit appeler pour prendre les nouvelles de ma cliente, tout simplement parce que c'est ma manière d'accompagner et j'aime pas laisser les personnes comme ça sans montrer un signe. La plupart du temps, je constate qu'ils aiment bien que je prenne des nouvelles, mais surtout qu'ils sont suffisamment stables pour avancer. Parce que derrière cette sensibilité, cette vulnérabilité, ce que je disais un peu avant, se cachent des nouvelles ressources. Et ces nouvelles ressources sont plus fortes qu'on imagine. Donc, on se retrouve d'un seul coup capable de... Parce qu'on a traversé le décor, parce que juste, ça n'est plus possible comme avant. Donc oui, je suis très sensible à ces moments-là. En revanche, je les vois plus comme une possibilité d'évoluer que un problème de vulnérabilité à soigner. Donc je suis toujours du côté de la vie, qui est quand la plante pousse et traverse la terre, bah, elle est quand même très très forte. Elle n'est pas vulnérable, elle est forte. Elle est vulnérable d'un certain côté, mais à l'intérieur, ça s'est fortifié. Elle a trouvé la force de passer. Et quand un client, une cliente, un coach ou moi, on passe, la plupart du temps, on récolte des ressources comme retour sur passage, on va dire ça.
Alors je te propose à présent de parler d'une autre œuvre. Il s'agit d'un spectacle intitulé Le Sacre du Printemps de la chorégraphe allemande Pina Bausch qui date de 1975. Donc c'est une exploration des tensions entre l'instinct collectif et le destin individuel. Et ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que la scène elle était couverte de terre, de vraie terre, et du coup les corps se heurtent, s'animent, se livrent à un rituel assez impressionnant de transformation. Est-ce que tu arrives à te dire, tiens, qu'est-ce que dit mon corps lorsqu'il ne joue plus de rôle, quand il sort de la cage peut-être narrative des rôles sociaux? Ça, c'est la question de notre puissance du corps dans le sens très réel et très vivant. Je pense que notre corps ou la manière dont nous agissons, écoutons, ressentons ce que le corps nous dit est un peu sous-développé dans le coaching, dans l'accompagnement et dans les entreprises. J'ai fait plein d'exercices qui sont, quand je dois choisir entre j'y vais ou j'y vais pas, je le fais avec mon corps. C'est-à-dire, je demande à mon corps comment tu te sens si je vais à gauche, par exemple, il fait un pas ou il fait pas un pas, ou à droite. Et donc, j'utilise mon corps pour avoir une expression supplémentaire qui dépasse mon mental, parce que rester dans la décision mentale, en fait, ça m'emmène nulle part. Donc tu sors du cognitif et tu vas dans le corporel. Oui, je vais dans le corporel. Je fais beaucoup plus de corporel qu'on imagine. Je fais pas des exercices corporels. Je fais pas des scans corporels. Je fais pas un travail de respiration corporelle avec mes clients. En revanche, je peux les emmener à tout ralentir pour dire qu'est-ce que disent les larmes, qu'est-ce qui vous disent la tension que vous avez dans vos épaules. Mais c'est plus un dialogue avec le corps sans interprétation, sans donner une sophistication à ce que le corps nous exprime et sans surtout surinterpréter. Donc ça, j'aime pas, mais j'aime bien voir quand le corps réagit naturellement et ça, j'utilise. Et quand je suis coincée, ce qui m'arrive quand même aussi souvent, j'essaye de voir ce qu'il dit mon corps, vers où il veut aller, comment il se ressent, comment je me mets à un endroit donné et quelles sont les idées que j'ai dans un endroit donné, comme par exemple la boule, ou qu'est-ce qui est possible ici à Paris. C'est pas la même manière de me tenir, c'est pas la même manière de trouver la fluidité. Donc ces petites choses sont totalement intégrées dans ma fonction de coacher. J'essaye de pas forcément d'en parler, mais de les mettre en interaction entre moi et les coachs que je supervise ou moi et les clients que j'accompagne. Est-ce que ça t'arrive en fait dans tes accompagnements de brider ton instinct de peur que ça aille trop loin, de peur que peut-être cet instinct, cette intuition, cette spontanéité ne dérange trop? Non. Non, en fait, à la base, j'ai pas l'idée que je vais aller trop loin. C'est pas une idée que j'ai. J'ai compris ou j'ai observé que ma capacité relationnelle est suffisamment forte pour sentir le jusqu'à où je peux aller. Et j'ai aussi appris à me méfier de cette jusqu'à où je peux aller. Parce qu'en fait, c'est aussi plein de petites voix. Ne le fais pas, sois pas trop fort, sois pas ceci. Or, si nous faisons avec amour et bienveillance un retour à nos clients ou à des amis ou à des coachs, c'est rare que ça va trop loin. Si par contre nous voulons le faire pour le rendre conscient, si nous voulons le faire pour qu'il avance, si nous voulons le faire parce que nous voulons qu'il réussisse, alors je suis pas sûre. On peut pousser peut-être trop loin, par volonté, mais pas quand ça vient d'un élan de générosité, d'amour, d'envie à voir son client s'épanouir, rayonner. C'est très rare que je me suis dit je vais aller trop loin. Et deuxièmement, je fais très confiance à mes clients et je crois profondément, c'est qu'ils vont me montrer si j'étais trop loin. Et si j'étais trop loin, alors à ce moment-là, nous avons un beau sujet de conversation, de coaching. Qu'est-ce qu'il est allé trop loin? Qu'est-ce qu'il fait que peut-être mon client l'a provoqué? Peut-être moi je l'ai pas vu, mais dans ces cas-là, nous avons un excellent sujet de conversation relationnelle qui va de toute façon aider nos clients. Dans les conversations précédentes et dans certaines anecdotes que tu nous partageais dans ce podcast, il me semble que tu partageais aussi que tu laisses en revanche du temps à cette intuition, à cet instinct de se décanter un peu en toi pour la goûter, pour la laisser maturer et voir à quel moment vérifier que c'est juste et que ça part du bon endroit? Oui, ça peut m'arriver. Effectivement, je l'ai dit pour une équipe, je pense à Hong Kong que j'ai accompagnée. Exact. Parfois, une intuition n'est pas une intuition. Parfois, un élan, c'est juste pas un élan vrai. Donc, l'histoire de
sentir un élan ou jusqu'à où je peux aller et en même temps attendre un tout petit peu pour voir s'il est confirmé, si mon corps est d'accord, si c'est pas uniquement une idée mentale d'observation de l'autre, mais si ça sortit de la relation. Alors ça, c'est effectivement quelque chose que je peux pratiquer, c'est-à-dire je suspends un peu, j'attends un peu, je me régule un peu pour trouver pas forcément les mots justes, parce que je pense qu'on les trouve pas toujours, mais l'élan juste. Je vérifie si je le fais parce que je suis impatiente, si j'ai envie que l'autre enfin maintenant avance, ou si c'est un cadeau de générosité et j'ai besoin de sentir que c'est par générosité et pas par volonté. Donc du coup, de temps en temps, je prends un peu de temps, mais je suis toujours étonnée que beaucoup de clients me décrivent, voire me choisissent parce que je suis confrontante. Et moi, j'ai l'impression de pas être confrontante du tout. Donc les mots, c'est bien, très différent. Chaque fois, ils me disent, oui, on a besoin de quelqu'un qui dit quand même à l'autre que ceci, que cela. C'est, à la limite, c'est la base de mon accompagnement, c'est pas confrontant. Donc, mais peut-être j'ai appris à doser malgré tout, mais j'ai pas peur d'aller trop loin. Pour reprendre l'idée du spectacle de Pina Bausch, si on considère que le coaching, c'est une danse relationnelle avec son client ou ses clients, quel type de danse aimes-tu particulièrement pratiquer avec tes clients? Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est une valse? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Alors, je réfléchis. Alors, la danse de ce spectacle, c'est l'inconscient collectif. Face au destin individuel. Oh, voilà. Ce qui est très pertinent là-dedans, c'est le destin individuel, comme nous en avons discuté, avec l'inconscient collectif qui nous met les formes, les marques. Ça, c'est effectivement une danse telle qu'elle le présente, mais je pense que c'est une dynamique de vie entre l'inconscient collectif et le désir individuel. Donc ça, c'est plus qu'une danse, c'est un désir, c'est une dynamique, c'est une façon de vivre qu'elle a mis en scène comme ça. Et qui rappelle le destin effectivement individuel face à la pression du groupe et aux injonctions qu'on peut avoir introjectées d'ailleurs. Ah oui, et on est vraiment, c'est pour ça, c'est très pertinent, parce que ça met la tension fondamentale en jeu. Et donc, si c'est une tension fondamentale, automatiquement, on se trouve sur la terre qu'elle a manifestée avec la terre sur scène. Donc, c'est très, très cohérent. Si c'était une danse que moi, je joue avec mes clients, alors moi, j'adore danser le rock français, qui n'existe pas en Allemagne. Il existe le vrai rock'n'roll que j'ai dansé avec des amis, mais c'est plutôt acrobatique. Mais j'adore la version du rock français qui est quelque part entre dynamique et cool, entre je fais tourner la partenaire, mais moi je garde les rythmes. Donc j'adore le rock français et je dirais j'aime bien danser le rock français avec mes clients dans cette même idée que c'est eux qui guident. Même si je crois que je guide, mais fondamentalement, en dansant, j'accepte quand même l'autre qui guide. Donc j'aime bien danser le rock. J'ai fait la danse des 5 rythmes. Donc, cette idée des 5 rythmes, qu'il y a quelque chose qu'on peut danser en individuel, mais en collectif, la même chose que sur le spectacle. Avec de la progressivité. Avec la progressivité, avec une sorte de singularité, mais dans le collectif, me plaît beaucoup. Et c'est plutôt ça que je danse avec les comités de direction. Je dirais c'est plutôt une forme de danse de 5 rythmes, on va dire ça comme ça. Et sinon, c'est la création d'une danse particulière où chacun donne sa partie. Danse de vie. Oui. Et de l'interaction. Dans l'interaction et par rapport aux circonstances et à la situation donnée. Alors, dernière œuvre que tu as choisie, c'est une peinture intitulée Les 2 Frida de l'artiste mexicaine Frida Kahlo et qui date de 1939. Et donc, ce sont 2 portraits évidemment de l'artiste assises côte à côte, l'une au cœur exposé, l'autre habillée à l'européenne et reliées par une artère et elles incarnent l'identité scindée, une sorte d'exil intérieur et une tension entre l'image sociale et le vécu intime. Faut préciser quand même que c'est une œuvre qu'elle a peinte à un moment donné de séparation de son amour. Donc c'est aussi une peinture de la douleur et en tout cas de situation de conflit intérieur. Quelles sont les 2 versions de toi, Sabine, qui cohabitent aujourd'hui et laquelle enferme l'autre dans une cage de loyauté ou de peur? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 2 parties qui habitent en moi. Il y a une partie de moi qui cherche vraiment la liberté et l'épanouissement et de vivre, vraiment de vivre sa vie chaque jour. Par authentique, on pourrait l'appeler comme ça?
on pourrait appeler ça la partie authentique, moi j'appelle ça l'étincelle de l'âme, et qui est vraiment cette idée, chacun a une vie à vivre, et nous faisons beaucoup de choses, mais parfois nous oublions de vivre notre vie. Donc ça, c'est une partie qui est très riche, très intéressante, très challengeante, comme on dit, très demandeuse d'attention et que je suis de plus en plus. Et puis j'ai une autre partie de moi qui est une partie que j'appelle angoissée. En fait, je suis aussi une grande angoissée. Je suis aussi quelqu'un qui est souvent inquiet pour beaucoup de choses. Ça apparaît pas. Mais il y a un fond d'angoisse en moi de déplaire ou de faire trop ou de pas faire assez. En tout cas, toutes ces questions-là font que j'ai un état de valeur de soi qui est pas très, 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 très haute. J'ai une estime de soi qui est pas très haute. Et donc, c'est une tension vivante assez riche entre les deux parties de moi. Peut-être aujourd'hui, il n'y en a plus une qui enferme l'autre, mais je pense que le cordon tel qu'il est mentionné dans cette peinture est juste, parce que c'est vraiment deux parties de moi très vivantes. Par contre, ils ont tous les deux un cœur intact. Ils sont pas un cœur qui est pas intact et l'autre qui a un cœur intact. Les deux sont pleinement vécus, pleinement acceptés. Mais c'est vrai, ma partie soucieuse peut me ralentir, peut m'enfermer dans mon élan de liberté. Merci de ce dévoilement, parce que là, pour le coup, c'est un dévoilement particulièrement intime. Si tu laissais dialoguer ces deux parties intérieures, que pourrait naître de cette union plutôt que de leur séparation ? Ça, c'est tout le travail que je fais actuellement, qui est comment on devient complet, comment les deux parties peuvent avoir chacun leur place et je dirais même pas s'enrichir, mais en tout cas créer une unité scindée. J'aime bien cette expression-là. En tout cas, c'est jamais juger l'une ou l'autre. C'est constater quand je suis soucieuse que c'est comme ça et que c'est bien aussi d'être soucieuse par moment et de pas vivre que dans l'innocence et respecter ça. Si les deux se combinent, je pense que c'est une vie où j'essaye de faire une vie qui est vraiment la mienne, mais qui n'est pas coupée de la vie des autres. Donc c'est tout ce travail, comment je peux être vraiment moi à chaque moment, tout en étant dans la relation engagée, sans vivre ça comme soucieuse, comme comme limitante, mais comment la relation peut naître de deux individus qui ont envie de vivre leur vie. Ça, je dirais, c'est un travail, une exploration, plutôt une discipline permanente. Elle me prend beaucoup d'énergie, mais je pense que ça vaut le coup parce que finalement, ces deux parties de moi, ils veulent exister et j'ai aucune raison de supprimer l'une ou l'autre. Donc, tu es dans une dynamique de réunification, on pourrait dire ça ? De réunification, oui, on pourrait dire ça, de gratitude pour la multiplicité des personnalités que nous sommes et cette idée que je peux faire une grande partie pour que les deux parties peuvent cohabiter, mais je crois aussi qu'il y a quelque chose de plus grand qui en prend soin et je peux pas tout faire. Donc à un moment, c'est aussi accepter qu'il y a les deux parties, que c'est comme ça et ne pas se poser toujours les questions qui fait quoi, pourquoi, comment. C'est un moment, c'est waouh, j'ai deux parties. Voyons voir ce que c'est la journée d'aujourd'hui. Donc à un moment, c'est rajouter la joie, rajouter de la surprise, rajouter je vais pas tout contrôler, pas tout faire. Il y a bien la vie qui va se mêler et qui va faire aussi en sorte à ce que les deux parties vont trouver un chemin ensemble. Je crois. Eh bien, je te propose, Sabine, d'en rester là, de rester sur cette note d'espoir, de réunification intérieure pour chacun et chacune des auditeurs et des auditrices. Merci beaucoup, Sabine. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci, David, pour cet épisode. Sabine & Co. rejoignit l'aventure Joy and Business autour de cette série de podcasts. Sortir du zoo, pour moi, ce serait sortir des lieux communs, sortir d'une forme d'hypocrisie, sortir d'une forme de relation convenue, sortir d'un endroit où on pourrait mentir ou tricher. Ce serait enfin apparaître tel que l'on est et éviter de tomber dans des pièges qui sont des pièges parfois douloureux, dans lesquels on se prend tous les pieds d'ailleurs. Je pense que sortir du zoo, c'est aller à un endroit où on est beaucoup plus
en authenticité de ce que l'on est et atteindre cet endroit un peu plus clairvoyant dans lequel on accède à une zone de vérité personnelle. Sortir du zoo, ce serait vraiment faire tomber les masques. Alors le zoo, ça a beaucoup de connotations, hein. On pourrait imaginer qu'on est tous enfermés dans des cages, donc c'est comment on sort de nos cages. Maintenant, sortir du zoo, c'est plus encore, c'est plus loin, parce que le zoo, c'est un ensemble de cages et d'animaux différents. Et j'imagine que si on sort du zoo, c'est qu'on sort peut-être de notre zone de confort individuelle et collective, et on sort où? Moi, c'est ça ma question que je poserais de retour, c'est on s'en va où? Est-ce qu'on retourne dans la forêt, dans notre habitat naturel, ou est-ce qu'on crée autre chose? C'est très facile, les règles dans le zoo, mais est-ce qu'il y a d'autres règles en dehors du zoo? Est-ce qu'on les crée? Enfin, je sais pas, c'est ça que ça évoque pour l'instant. Sortir du zoo, vraiment ça m'évoque sortir des représentations, sortir de l'enfermement dans lequel soit on se met tout seul, soit dans lequel on est, notamment dans le milieu en entreprise, donc de représentation sociale, pour aller à ce qui est essentiel pour soi. Sans doute que sortir du zoo, c'est retrouver une forme de liberté, mais c'est aussi sortir du confort. Sortir du zoo, c'est peut-être sortir de la cage enchaînée et observer. Donc c'est peut-être s'autoriser à être plus authentique, à s'écouter soi-même, à ne pas faire par rapport à la vitrine ou au spectateur et partir à l'exploration. Et puis passer de spectateur à acteur. Peut-être sortir de soi-même, aller dans ma zone d'excellence pour lâcher la zone de confort. Ça m'inspire l'expression sortir du rang. Pour moi, le zoo, visuellement, ça serait l'enfermement, le fait d'être tous parqués. Et donc, sortir du zoo, c'est l'accompagnement qui permet de prendre conscience peut-être de cet enfermement, du fait de tourner en rond, d'être dans des cages, d'avoir cette perspective nouvelle que l'on peut en sortir. Sortir du zoo, ça fait référence à tous nos conditionnements, toutes nos injonctions dans lesquelles nous sommes depuis que nous sommes tout petits. Donc toutes les injonctions qu'on a reçues dans notre milieu familial, à l'école, mais même en entreprise, dans nos études, et qui fait que finalement on est très contraint dans nos manières de penser, dans nos manières de voir. Donc sortir du zoo, pour moi, c'est fissurer nos croyances, tous les préjugés qu'on pourrait avoir, pour retrouver finalement une créativité, un imaginaire, parce que c'est ça. La vie, c'est la créativité par rapport aux situations qui nous arrivent et être en capacité de créer les réponses qu'on souhaite créer avec toutes nos ressources et toutes nos possibilités qu'on a en nous. Ce qui me vient, c'est sortir du zoo en tant qu'animal ou sortir du zoo en tant que visiteur. Du coup, sortir de l'observation et uniquement porter sur l'animal. Ça m'évoque la frontière entre l'homme et l'animal et qui observe l'autre. Sabine & Co, le podcast d'une provocatrice bienveillante.